Je crois que je suis condamnée à avoir le soleil dans la gueule, hein. Ouais. Bon. Bonjour, comment allez-vous? Je m'en fous. Non, je rigole. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être sympathique, comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Allez les voir. En fait, de base, je voulais faire mes légendes urbaines préférées. J'ai un peu un special interest par rapport aux légendes urbaines. Sauf que le problème étant que je pouvais pas choisir lesquelles je préférais. Je me rappelais plus non plus de ce que je préférais. Donc j'ai été tellement perturbée que j'ai dit: On va juste raconter des légendes intéressantes, diverses». Voilà. Nous allons raconter, enfin je vais raconter, pourquoi je parle de moi à la première personne du pluriel? Je vais y arriver. 3 histoires assez différentes, qui sont des légendes. Commençons par un mythe bien français, bien de chez nous, car il nous vient tout droit de Normandie. Ceci est l'histoire de Ralph et Lauren. Non. Et l'histoire de Ralph et Evelyn, comte et comtesse de Carouge. Le comte et la comtesse mirent longtemps à avoir un enfant, et lorsque la grossesse arriva, ils fêtèrent l'arrivée de leur héritier avec un banquet qui devait durer 7 jours. En l'honneur de ce banquet, Ralph décide d'aller chasser pour récupérer du gibier, mais au détour d'une rivière, il croisera une ondine qui le charmera, le manipulera et le fera tomber sous son charme. Evelyn découvrit la supercherie et prise d'une rage folle décidera de poignarder violemment la maîtresse. Malheureusement, au petit matin, ça n'est pas l'ondine que nous retrouvons morte, c'est Ralph. Et oui, l'ondine a décidé de maudire Evelyn sur 7 générations en leur faisant porter une marque rouge sur leur front, symbole de la honte et du fardeau dont ils devront s'acquitter. Evelyn mourra également lors de la naissance de son fils, que l'on appellera Karl le Rouge à cause de justement cette marque qu'il aura sur son front. C'est donc ce qu'on appelle la malédiction des Carouges. Je voulais commencer tranquillement avec une petite légende bien de chez nous, mais nous allons partir dans un tout autre univers, car nous partons au Japon. Avec vraiment une ambiance assez différente, car celle-ci est fondée sur des faits réels. Et c'est plus une légende urbaine qu'un mythe. Je parle du lieu le plus hanté du Japon, la forêt de Aokigahara, plus communément appelée la forêt des suicides. Située au pied du mont Fuji, cette immense forêt de 35 km² est responsable de 1% des suicides japonais par an. 376 en 2006 et 342 en 2007. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est colossal. Genre par an, des suicides dans le même endroit, la même préfecture. C'est colossal. Elle est également surnommée Jukai, c'est-à-dire mère d'arbres, parce qu'elle est absolument immense et le feuillage est tellement dense qu'il ne laisse pas passer la lumière. La légende urbaine est renforcée par un premier livre qui a été publié en 1959 par Seiichi Matsumoto, où deux amoureux transis se jettent en offrande à la forêt d'Aokigahara. 34 ans plus tard, un autre livre concernant cette forêt renforce en fait ce mythe, où il est de nouveau question de meurtre et de fantômes, et il n'est pas rare que l'on trouve l'un ou l'autre de ces livres à côté des cadavres. Voilà. Pendant les périodes de famine, on abandonnait les enfants et les personnes âgées dans cette forêt, et avec tous les suicides qu'il y a eu, on dit que les âmes en fait se sont égarées et n'ont pas jamais retrouvé leur chemin. C'est donc pour ça qu'elles seraient encore hantées par les âmes qui errent. Il est également conseillé de ne jamais s'éloigner des chemins banalisés, parce qu'on pourrait facilement se perdre dans ce labyrinthe vert où il n'y a même pas de réseau et aucune manière de contacter des secours. À la tombée de la nuit, des fantômes vengeurs hurleraient leur souffrance et de nombreuses disparitions ont été déjà signalées. Certains corps ont été retrouvés à moitié dévorés. La terre volcanique due à la proximité du mont Fuji, qui est un volcan, et l'humidité fait que les corps pourrissent très vite et sont difficilement reconnaissables car les fourmis et les autres animaux de la nature ont tendance à les manger et à les décomposer assez rapidement. D'autres disent aussi qu'on essaye de raconter ce genre de choses pour éviter que les gens viennent s'y suicider et pour faire baisser donc le taux de suicide. Il ne reste pas moins que c'est le deuxième spot préféré des personnes qui veulent se suicider après le pont de San Francisco, en Californie. La troisième histoire que je vais raconter est une histoire assez particulière car c'est une histoire de la mythologie inuit, le peuple natif qui vit au Canada, au Groenland et dans certains pays d'Amérique du Nord. Évidemment, je ne suis pas concernée par cette mythologie,
Donc si jamais vous voulez aller voir un petit peu plus en profondeur, parce que c'est une culture extrêmement riche, allez voir euh, des personnes concernées qui en parlent. J'ai fait mes recherches, mais évidemment, je ne peux pas en parler aussi bien que des personnes qui ont baigné là-dedans depuis toujours et dont ce sont les origines. J'espère aussi que je prononcerai les noms relativement correctement parce que je ne connais pas la prononciation originelle. Le mythe que j'ai choisi aujourd'hui est l'histoire de... Je crois que c'est Idjirak. On va faire Idjirak. Il s'agit d'une créature métamorphe. À ne pas confondre avec le Tariaksu, j'espère que je le dis bien, qui lui est une créature mi-homme, mi-caribou. Le Idjirak, lui, est une créature métamorphe, qui peut se transformer en corbeau, en ours, en loup, mais également en humain. La plupart du temps, qui préfère une apparence proche du caribou, tout en gardant toujours ses yeux rouges écartés, tel un caribou. Même si les caribous n'ont pas les yeux rouges. Mais il a toujours les yeux rouges. Voilà, c'est tout. Enfin... On dit également que ses pieds sont mangés par des vers de terre. Non, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Après, j'espère juste que vous regardez pas les pieds des gens quand vous leur parlez. Mais bref. Si l'environnement, lorsque vous promenez dans les terres polaires, vous paraît soudainement étrange, il est peut-être là parmi vous et il vous observe peut-être. Il aime jouer à cache-cache. C'est un esprit farceur. On dit qu'il vit entre deux mondes. Entre le monde des morts et le monde des vivants. Il s'y cache et peut décider de se montrer à n'importe quel moment. Mais il faut prendre garde, parce que son sifflement fait perdre la mémoire. Ses cibles préférées sont les enfants. Il les prend et les emmène au milieu de nulle part pour pouvoir les perdre. Il n'est pas particulièrement méchant, c'est un peu un jeu pour lui, même s'il veut quand même vous tuer. Cependant, vous avez une chance de pouvoir lui échapper. Il faut trouver un amas de pierre nommé Inuksugak, s'y diriger pour le trouver et le convaincre de vous ramener chez vous, car il sait vos plus profonds désirs. Si vous êtes assez convaincant, peut-être qu'il vous laissera la vie sauve. Mais si vous ne l'êtes pas, il vous laissera périr là où vous êtes. En fait, je pense qu'on va encore en faire une petite, hein. Au moins une ou deux. Je vous fais des petits bonus, voilà. Nous allons partir sur une autre histoire inuite, celle de Sedna, la déesse des mers. Sedna, dont la beauté n'égalait aucune richesse en ce monde, refusait absolument de se marier avec tous les prétendants que son père lui présentait. Cependant, un jour, son père excédé la maria de force à un pêcheur qui était vil et moche. Sedna tentait de s'acquitter tant bien que mal de sa nouvelle vie, mais n'était pas très heureuse. Être un chaman qui se transformait en oiseau, mais son père, pris de culpabilité, décida de partir en kayak pour aller la... Ah. Mais son père, pris de culpabilité de l'avoir mariée de force, partit en kayak pour essayer de la sauver. Lorsque l'homme oiseau remarqua qu'elle avait disparu, il rentra dans une rage folle et poursuivit le kayak en déclenchant une tempête comme on n'en avait jamais vu. L'égoïste de père décida de jeter par-dessus bord Sedna pour pouvoir calmer la fureur de son ex-mari. Sedna tenta évidemment de s'agripper au kayak, mais son père décida de lui trancher la première main. De ses doigts coupés sortit plein de créatures des mers. Il lui trancha la seconde main et elle sombrit au fond des eaux, devenant une sirène, par conséquent la reine de la mer, avec comme seul sujet, seule famille et seuls amis les animaux qu'elle avait créés et qu'elle contrôlera. C'est-à-dire les lions de mer, les phoques, les orques et toutes les créatures marines. Franchement, je suis désolée, mais cette histoire, elle est horrible. Genre, pourquoi le père, il est aussi méchant? Genre, le mec, il fout sa fille par-dessus bord. Qui fait ça? Personne. Voilà, c'est un peu tragique. J'ai trop envie d'en raconter plein d'autres, parce que j'en ai tout plein des histoires comme ça. Mais je me dis que peut-être 4, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'en fais une 5e? Allez, j'en fais une 5e. Nous partons dans un tout autre décor, parce que nous partons en Corée, avec le mythe du Gumyo. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, car c'est un cousin du Kitsune, renard à 9 queues maléfique. On dit que les renards gagnent une queue tous les 100 ans, et une fois atteint les 1000 années, ont pour but de manger 1 fois par an pendant 1000 ans. Si, au bout de 1000 ans, ils n'ont pas atteint les 1000 fois recommandées, ils vont juste se dissoudre et mourir, et arrêter d'exister. Comme ils ne veulent pas, leur but est de redevenir humains. Donc ils vont user de ruses pour pouvoir attirer les humains et leur manger le foie. Pour ce faire, ils adoptent plusieurs ruses, car, étant maudits, ils ont la capacité de prendre l'apparence dont ils souhaitent. La plupart du temps, ils vont devenir des jolies jeunes filles pour pouvoir attirer les hommes dans leur filet. Mais, il y a un mais, ils gardent une trace de leur apparence originelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des griffes, des crocs, une queue qui dépasse, mais ils ne peuvent pas entièrement cacher leur véritable identité. Pourtant, ils sont bien rusés. Donc attention, si jamais quelqu'un a des trop grandes griffes ou une queue de renard, et peut-être qu'il veut vous manger le foie, voilà.
Je pense que là, nous sommes pas mal. Hem, voilà. En fait, les 3 histoires sont devenues 5. J'en aurai d'autres. Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir. J'espère que j'ai été, divertissant. J'ai énormément galéré à dire les phrases. J'ai laissé refaites 58 fois. Mais c'est pas grave. J'espère que je m'en sors au montage. Ciao peace et bon sommeil. Dormez bien. À la semaine prochaine. Lorsque l'homme oiseau décide. Lorsque l'homme oiseau. Non, lorsque l'homme oiseau vit. Remarqua. Lorsque l'homme oiseau remarqua. Lorsque l'homme oiseau. Lorsque l'homme oiseau remarqua que. Lorsque l'homme oiseau. Lorsque l'homme oiseau remarqua qu'elle était partie. C'est-à-dire les phoques, les orques, les orques, les ours. C'est-à-dire les lions de mer, les phoques, les ours. Ah! C'est-à-dire les lions de mer, les phoques, les orques et toutes les créatures marines.